Et vous voyez que depuis la Covid, on a du mal à remplir les salles, ah, hélas. Mais pourtant, sur le sujet goût, sucré et santé, d'abord, féliciter ceux qui l'ont préparé, parce qu'il y a une qualité du document qui est sur le site. Vraiment, félicitations à toute l'équipe, hein, et je tiens vraiment maintenant à le faire savoir aux autres sections. C'est un modèle de présentation. Donc voilà, je vous mets en goût, hein, pour cette séance, parce que quel programme, hein, d'associer le sucre et la santé. On va voir quelle perception de ce goût, quelle interaction avec notre santé. Hein, que nous dit-on sur l'obésité aujourd'hui, ses causes, etc. J'ai vu sur les perceptions, enfin bon, sur les comportements. Hein, je crois que vous allez en dire beaucoup. Hein, vraiment, je vous remercie. Je dois malheureusement vous dire que Jean-Claude Pernollet, hein, qui devait introduire cette séance, était gravement malade. Hein, il devrait quand même nous rejoindre, puisqu'il nous a dit oui pour autre chose. Donc, mais pour dire qu'aujourd'hui, il sera remplacé par Isabelle, par Sylvie Isanchou, pardon. Isabelle, je ne sais pas pourquoi je disais Isabelle, hein, mais je voyais double. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, à vous, Sylvie. Merci beaucoup, je suis pas habitué, je suis pas président. Cette introduction. Et merci à tous ceux, bonjour, et merci à tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui sont aussi présents à distance. Alors je vais donc, comme cela a été dit, faire l'introduction à la place de Jean-Claude Pernollet, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Alors le premier mot du titre de cette séance, c'est le goût. Alors je vais déjà me permettre de rappeler ce qu'est le goût. Alors communément, en fait, c'est ce que nous percevons quand nous mettons un aliment en bouche. Et en fait, ce goût, c'est le résultat de la stimulation de 3 systèmes sensoriels, le système olfactif, le système trigéminal et le système gustatif, qui sont dits des systèmes chimiosensoriels, car les stimulus qui vont activer ces systèmes sont des molécules chimiques. Alors, la stimulation de ces systèmes, eh bien, va conduire à un signal nerveux qui va être transmis par différents voies nerveuses, différents nerfs qui sont spécifiques à chaque système, mais tous ces signaux sont ensuite, convergent ensuite vers les voies supérieures du cortex, où ils sont intégrés dans ce qu'on appelle finalement le goût. Alors, le goût, c'est aussi d'autres sens qui ne sont pas chimiosensoriels. Ce sont des récepteurs tactiles et des mécanorécepteurs qui nous permettent de percevoir la texture. La texture, elle joue aussi un rôle, en particulier, selon la texture, les molécules chimiques qui vont stimuler le système olfactif, trigéminal et gustatif sont plus ou moins libérées, plus ou moins vite. Et donc, ça joue aussi un rôle sur ce goût. Et puis, il y a un autre sens qui intervient, auquel on pense un peu moins souvent, qui intervient dans la perception de la texture, c'est l'audition. Il y a certaines caractéristiques où l'audition est importante, le croustillant, le croquant. Il y a une composante auditive importante dans cette perception. Alors, le goût au sens large, c'est donc une sensation multimodale dans laquelle l'olfaction joue un rôle majeur. Et c'est pourquoi, quand on est enrhumé, ou ceux qui ont été aussi eu ce système olfactif perturbé par la Covid-19, eh bien, on dit qu'on a une perte de goût. Et souvent, c'est en fait simplement une perte de la partie olfactive du signal. Néanmoins, la perception gustative, c'est un des déterminants majeurs de nos comportements alimentaires. Et nous allons donc aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement au sens du goût, au sens propre, au système gustatif. Alors, le système gustatif, eh bien, ce sont des récepteurs qui, en bouche, sont principalement situés sur la langue. Sur la langue, nous avons différents types de papilles.
dont 3 types, les papilles fongiformes, foliées et caliciformes, portent des bourgeons du goût qui eux-mêmes portent les récepteurs. Alors ces bourgeons du goût, ce sont des petits amas de cellules, c'est des petits amas sphériques, un peu en forme d'oignon, qui comportent de 50 à 150 cellules. Alors si on regarde d'un petit peu plus près la structure de ces cellules qui composent les bourgeons du goût, eh bien, il y a parmi les différentes cellules des cellules gustatives qui elles-mêmes portent les récepteurs. Alors nous avons en fait 25 récepteurs différents pour détecter la saveur amère, mais pour les autres saveurs, le salé, l'acide, le salé et le sucré, nous avons un détecteur spécifique et nous verrons tout à l'heure avec la présentation de Loïc Briand ce qui concerne le sucre. Alors, l'activation des récepteurs par les molécules sapides, parce qu'il va donc stimuler ces récepteurs, entraîne la libération de molécules de neuromédiateurs qui vont activer les nerfs gustatifs, qui propagent leur signal via plusieurs relais jusqu'au centre supérieur, générant une perception consciente. Alors, on distingue généralement trois dimensions de la perception. Tout d'abord, la qualité, et en ce qui concerne le goût, le salé, l'acide, l'amer, l'umami et le sucré, qui sera le focus principal de cette session. Et l'autre dimension, la deuxième dimension, c'est l'intensité. Alors, chaque stimulus, selon sa concentration, eh bien, il faut déjà une certaine concentration pour que le signal sorte du bruit de fond de notre système sensoriel, atteigne un niveau, atteigne cette zone qu'on dit liminaire, où en fait on va commencer à détecter quelque chose, mais sans pouvoir l'identifier. Et puis quand la concentration augmente, on va pouvoir identifier. Ensuite, on a toute cette zone supraliminaire, où l'intensité perçue croît avec la concentration, puis une zone de saturation. Alors, je vais peut-être revenir là, donc ce niveau seuil, on parle de niveau seuil dans la zone liminaire, et la variation de l'intensité perçue en fonction de la concentration diffère selon les composés, et pour un composé donné, diffère selon les individus. Ce sera aussi un point qui sera réabordé tout à l'heure. Alors, par exemple, cet individu dont la courbe serait en rouge serait moins sensible, puisqu'à un niveau de concentration donné, il aurait une intensité perçue plus faible que le sujet que l'individu ayant la courbe en noir. Alors, la dernière dimension de la perception, c'est la valeur hédonique ou le plaisir qui est suscité par la perception. Et en ce sens, le goût sucré a un caractère particulier car c'est la seule perception qui engendre des réponses positives, une valeur hédonique, des réponses positives dès la naissance, donc qu'on dit innées, qui sont présentes dès la naissance. Donc là, vous avez donc des images illustrant effectivement ce pattern de réponse spécifique lors d'une stimulation avec une substance sucrée telle que le saccharose, avec donc un léchage des lèvres, une succion rythmée et voire un sourire. Alors ces réflexes gusto-faciaux spécifiques sont interprétés, comme je pense qu'on a facilement envie de le faire, comme une réponse positive. Et cette réponse positive pourrait avoir un intérêt physiologique puisque ça nous permettrait de nous diriger vers des sucres qui nous apportent de l'énergie. Alors, cette réponse positive au sucre, elle se retrouve largement des bactéries aux mammifères, avec quelques exceptions près qui sont les félins, qui n'ont pas le gène du récepteur au sucré et qui donc vont rechercher uniquement les lipides et les protéines comme source de nutriments. Alors, au fil des ans, en fait, le saccharose est passé de statut de condiment à celui d'aliment grâce au développement tout d'abord des cultures de canne à sucre, puis de betterave. Et au XXe siècle, en fait, on a eu une grande disponibilité du sucre à des prix peu élevés.
Et donc, l'appétence pour le sucre s'est traduite par une augmentation de la consommation de sucre, en particulier de boissons sucrées. En parallèle, on a pu observer dans de nombreux pays une progression de l'obésité et de la prévalence de certaines maladies, dont le diabète de type 2, ce qui a amené les autorités de santé publique à s'inquiéter de ce fait. Et dès 1989, l'Organisation mondiale de la santé a établi des recommandations pour la consommation de sucre libre en fixant une limite à 10% des apports caloriques pour prévenir, selon l'OMS, les risques de carie, mais également d'obésité, de diabète de type 2 et même de maladies cardiovasculaires. En parallèle, l'industrie agroalimentaire a développé des produits, en particulier des boissons, dans lesquels les sucres sont remplacés par des édulcorants non caloriques. Et donc, dans ce cas, eh bien, effectivement, on a une dissociation, on n'a plus l'association, je dirais, entre le goût sucré et l'apport de calories, et ceci pose un certain nombre de questions. Donc en fait, voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Sucre et édulcorants non caloriques, quels sont les mécanismes de détection? Qu'en est-il exactement des relations entre perception du sucré et santé, et plus particulièrement entre perception du sucré et obésité? Est-ce que le sucre et ou le goût sucré sont addictifs? Quelles sont les réponses cérébrales, en particulier les réponses au niveau du circuit de la récompense, dont David Valayer parlera tout à l'heure? Quel est l'effet de la consommation récurrente de sucre? Et est-ce que cette consommation de sucre en excès modifie la régulation de la prise alimentaire? Donc toutes ces questions sont des questions aussi que le grand public se pose, et donc auxquelles nos trois intervenants vont apporter des réponses. Donc on va aller déjà du stimulus, des composés sucrants, avec le début de la présentation de Loïc Briand, mais il y aura d'autres choses dans sa présentation, jusqu'au cerveau, avec la présentation de David Valayer, qui va nous dire si addiction au sucre, c'est un mythe ou une réalité. Et entre ces deux présentations, Roland Salès nous dira si l'obésité est une histoire de goût ou pas. Voilà, je vais donc laisser maintenant la parole à notre premier intervenant, Loïc Briand, qui est donc directeur de recherche INRAE Dijon et directeur du Centre des sciences du goût et de l'alimentation.